séance. Avec plaisir, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je suis le président du conseil d'administration de la Régie du Port. Ces conférences sont importantes pour nous depuis, peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis quelques années, le port a, par sa convention avec la ville, une nouvelle obligation, c'est de l'animation donc du nautisme en général. Et la personne qui est chargée de ça, c'est Patrice Bernier au port. Donc, il fait ça très bien. Il nous a même infligé de faire une fête maritime cette année qui aura lieu entre le 20 et le 23 juin, mais je crois que vous êtes déjà tous au courant. C'est parfait. L'antifouling, le sujet de ce soir, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément au port. Et pourquoi? On est un port un peu particulier. Ce port, il est situé entre l'embouchure de la Charente et l'embouchure de la Sèvre. Et de ce fait, il s'envase de façon assez exceptionnelle, 50 à 70 centimètres par an dans chacun des bassins des minimes. Ce qui est beaucoup et qui nous oblige à chaque année à dépenser entre 1,5 million et 2 millions d'euros de dévasage. Ces vases, pour qu'elles puissent être redéversées en mer à un moindre coût et non pas être traitées à terre, si on devait les traiter à terre, le prix serait multiplié par entre 10 et 20. Donc vous imaginez, ça correspondrait au budget du port tout simplement, ne sert que le dévassage. Ces vases sont extrêmement surveillés par les services de l'État sur leur qualité. Et le jour où leur qualité ne seront plus bonnes, on n'aura plus le droit de les déverser en mer. Et une des pollutions que nous avons, ce sont évidemment nos antifouling que nous avons sur nos bateaux. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à la qualité de nos antifouling. Ceux qui étaient le plus polluants, les TBT notamment, ont été interdits déjà il y a très longtemps. Mais on a encore quelques soucis de ce côté-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne pourrai pas être avec vous très longtemps, mais j'ai d'autres obligations. Mais je vous souhaite une bonne soirée, une bonne conférence. À vous, Patrice. Merci, Christian. Merci beaucoup. Et moi, je vous invite pour la technique et vous rappeler le programme et l'organisation. Vous avez reçu donc une invitation à laquelle vous avez été extrêmement actifs. Alors, en informatique, vous êtes tous super pointus. On a envoyé l'invitation à 11h30, quelque chose comme ça. 2 heures après, il n'y avait plus de place. Donc, vous êtes au taquet. Hein, vous lisez vos mails à la seconde. Vous cliquez très vite. Et la salle a été très vite réservée. J'étais obligé de bloquer la salle pour éviter un sur-encombrement de cet espace. Et ensuite, c'est d'où le lien aussi pour que les personnes puissent y assister. Donc, à distance, bravo pour votre réactivité. Nous avons la possibilité de vous donner régulièrement des indications sur les conférences qui vont venir, avec un programme qui avait été un peu ralenti cette année et qu'on espère reprendre avec à chaque fois le même programme. Donc, Angélique Fontano, bien sûr, la spécialiste de ce domaine, va vous dire un petit mot également, puisque ça va être la thématique de ce soir. Et on vous renverra, les notez pas, hein, c'est des chiffres tordus, juste pour vous rappeler qu'on va vous envoyer des liens par email également, pour que vous puissiez accéder au prochain programme de conférence, au groupe WhatsApp sur lequel il y a des échanges qui sont aussi pour ceux qui s'y trouvent déjà. Et sur le groupe WhatsApp, on vous donnera aussi les liens pour le Teams, le téléchargement et le programme des conférences à venir. Avant de laisser la parole à Angélique, si j'y arrive, hein, voici le programme à chaque fois des conférences. Hein. Nous avons essayé de faire un programme assez court et rapide avec 1h30 maximum de conférences, une demi-heure de questions-réponses. Et pour les prochains sujets, nous travaillons en ce moment avec la SNSM pour un programme qui va démarrer en octobre. À chaque fois, on cible pour l'instant le deuxième lundi du mois. Vous verrez quand on vous enverra le programme. Novembre, pilotage, approche du port de commerce. Gestion des déchets, on avait prévu de le faire, on va probablement essayer de le faire d'ici la fin de l'année 2024. Et ensuite, on continue janvier, février, mars. Il y en aura 3 ensuite en 2025 avec un programme qu'on vous déploiera, mais on parlera de météo, d'entretien de moteur et de déshivernage de bateaux. Voilà, je voulais pas être plus long que ça et très vite pas vous donner cette présentation, mais la suivante. Je donne la parole à Angélique, mais surtout à l'association des plaisanciers qui a co-organisé cette conférence. Je ne sais pas lequel des deux en premier.
pour vous présenter nos intervenantes. Ah oui, leur donner la parole. Je leur parle avec mon matériel. J'ai dit que je te laissais. Attends. Pour après. Donc, nous allons commencer cette soirée avec l'intervention de deux scientifiques de l'Université de La Rochelle. Alors, peut-être deux mots. Je suis Patrick Giré, le responsable du comité de rédaction de la revue des plaisanciers Le Vent des Pertuis. J'en ai mis quelques exemplaires à disposition à l'entrée ici pour ceux qui ne connaissent pas. L'association des plaisanciers de La Rochelle, c'est à peu près 900 adhérents, donc une représentation significative des plaisanciers du port. Je n'en dirai pas plus, vous découvrirez toutes sortes de choses dans notre revue. En tout cas, je voudrais remercier Hélène Thomas et Leïla Parizadeh. Hélène Thomas est chercheuse, je sais pas si non, c'est bon, aucune importance, directeur de cursus de master, dirige des recherches sur les mécanismes de défense d'organismes marins, travaille sur la biosurveillance environnementale, notamment des espaces portuaires, du port de plaisance, du port atlantique et du port de pêche. Elle s'intéresse aux potentiels effets de substances chimiques dans le milieu aquatique, dont les peintures antifouling contenant des métaux et des substances qui peuvent être rejetées dans le milieu, donc une experte du sujet. Et Leïla Parizadeh est microbiologiste, enseignante-chercheur. Elle travaille sur les bivalves et les biomolécules produites par les animaux, leurs effets antibactériens et antifungiques, tant sur les navires que dans les bassins d'élevage, qui produisent des déchets bien évidemment, voire sur la santé humaine. Ces travaux sont orientés sur les bactéries qui produisent des molécules biocides issues d'algues ou de micro-organismes susceptibles d'être des alternatives biologiques aux antifouling chimiques. Donc c'est en tant qu'experte qu'elle va pouvoir vous expliquer. On est bien d'accord? Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Angélique Fontano, qui est la responsable QSE, c'est-à-dire Qualité, Sécurité, Environnement du port. C'est bien ça. Je suis ravie de vous voir tous là ce soir. Ça veut dire que enfin peut-être un peu le sujet va avancer. Effectivement, la problématique des antifouling va être, on va dire, le sujet de demain, la grosse problématique de demain. On fait énormément de choses sur les rejets d'eau de pluie, sur les eaux de carénage, sur la gestion des déchets en général, sur la sensibilisation des plaisanciers s'accroît et la connaissance sur l'environnement et les bonnes pratiques commence à prendre un bon tournant, en tout cas sur le port de La Rochelle. Les antifouling, on est encore un peu en retard. Et ce serait bien que ça enfin ça avance. Moi, j'ai juste à vous dire merci d'être là, merci aux intervenants, merci aux apporteurs de potentielles solutions. Enfin, j'espère qu'on va avancer sur le sujet et à votre disposition pour en discuter à tous les plaisanciers et les autres. Moi, ça fait presque 20 ans maintenant que j'essaie de tout et n'importe quoi. Tourne au bateau du port. Et voilà, j'espère qu'on va enfin y arriver. Pourquoi t'as coupé le micro? J'en suis sûre. J'ai confiance, j'ai de l'espoir. Merci, et puis j'espère qu'il y aura plein de questions et plein d'émulations de cette conférence. Alors bonjour à tous, merci. Il faut que le micro comme ça, que bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir sollicités pour ce moment. Cette conférence portant sur antifouling alternative. Alors, on propose de le faire à deux voix, c'est vrai. Moi, je vais démarrer sur les premières diapos. Puis après, c'est Leïla, en fait, qui continuera, prendra le relais sur la partie plutôt biotechno et innovation, en fait, biotechnologique sur le thème anti-fouling. Alors, bien entendu, certains le savent déjà, mais c'était intéressant de pouvoir rappeler cette définition du fouling. On appelle fouling salissure ou bien biosalissure.
On peut le retrouver aussi défini sous le nom de encrassement d'origine organique. Et tout simplement, alors sans trop vouloir être trop précis dans la définition, c'est vrai que les images parlent à elles toutes seules. Et donc, c'est ce qu'on observe ici, ces encrassements sur différents supports immergés. Le premier, on reconnaîtra une coque d'un navire. Le deuxième, c'est vrai que ça peut aussi toucher les filières professionnelles, donc ici des filets de pêche, mais il y a aussi les dispositifs d'aquaculture qui peuvent être confrontés à ce pooling. Encore à droite, en fait, les bouées, les ribantes, différents supports immergés. Parce que là, en fait, on a aussi une coque de bateau, vous le reconnaissez sur la partie gauche de la dépôt. Une organique. Oui, organique. Alors, bien sûr, ce sont des substrats immergés, inertes parfois, mais le pooling aussi, on peut le retrouver sur du vivant, animal ou végétal. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a voulu montrer sur cette diapo. En haut à gauche, une baleine grise qui est colonisée de manière naturelle et progressive par les organismes marins. Ensuite, on a une vue, peut-être c'est pas forcément très clair, mais c'est l'aquarium de La Rochelle avec des rochers colonisés par des petits invertébrés, donc type anémone et acidie, en partie en bas là sur la figure C. Et puis à droite, en fait, quelques algues, alors pas toutes, parce que justement Laïla s'exprimera aussi sur les vertus des algues et qui nous intéressent en qualité de scientifique pour développer des fonctions anti-fouling, justement. Mais certaines algues, en fait, peuvent être aussi colonisées par des petites bêtes, et là, en l'occurrence, des hydrozoaires. Donc, ce sont des laminaires, hein, donc on connaît sur cette photo B. Le fouling, c'est quoi? Donc, sans trop être dans le détail, c'est en effet une colonisation naturelle et progressive qui va dépendre de deux phénomènes, un phénomène d'ordre public et puis un phénomène plutôt d'ordre biologique qui va être un petit peu plus long à se mettre en place. Et puis si on suit De temps en temps, ça. On n'entend plus. On n'entend plus à distance. Bien. Là, tu vois, il n'y a pas que moi. Comme ça. On n'entend plus, oui. Ça fonctionne maintenant? 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, et donc j'étais sur l'évolution progressive du fouling en milieu marin. Et donc, ces bactéries vont adhérer sur un fil de conditionnement, c'est-à-dire une sorte de contient des sucres, des protéines, une sorte de film, un petit film. Progressivement, nous avons des algues. T'as envie de... Il faut éloigner l'ordinateur qui filme du micro, s'il vous plaît, et il faut que tous les autres coupent leur micro. Et déconnectent aussi leur caméra, ça prend de la bande passante pour rien. Et là, on n'entend plus à nouveau. Hein. Laisse tomber. Laisse tomber, hein, On parce n'entend que plus. c'est... On n'entend plus.
Ils nous entendent pas parce qu'apparemment, on n'a plus de son. Mais dans les années 60, en fait, il y a eu aussi l'utilisation de peinture à base de Ouais, bah dis donc. Oui, il a fermé son micro, Patrice Bernier, alors. Regarde. l'esthétique douteuse. C'est vrai que quand voilà, les substrats minéraux sont colonisés, c'est pas forcément très joli non plus. Et puis, en premier, je l'ai mis l'introduction d'espèces invasives locales, importante aussi à signaler. Voilà, de par ce fouling. Alors, il y a quelques solutions aussi qui sont disponibles. Comme dit tout à l'heure des biocides, de cuivre et de zinc. Des peintures, donc progressivement, qui évoluent vers des revêtements siliconés. La silicone, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Et puis, travailler sur les effets mécaniques et puis adhésifs, en fait. Vraiment, ce sont les pistes qui sont retenues aujourd'hui, avec une équation à résoudre. Il faut que l'antifouling le plus sympathique soit à la fois pratique, efficace, le moins toxique possible et le moins cher possible. C'est une question difficile à résoudre, mais aussi en courant, les industriels également aussi.
Monsieur Bernier, pouvez-vous remettre votre micro, s'il vous plaît? Vous nous entendez cette fois? Oui, Oui, c'est bon là. merci. Oui. Pour répondre, il faudra donc le micro est maintenant dans l'ordinateur. Donc ça pour la salle et pas très loin de l'ordinateur pour ceux qui sont à distance. Donc, comment je peux aller par contre maintenant sur les diapos? Ah oui. Ça va pas mal? On y retourne. Et Voilà. après, je change. Ici, Ok. bord de gauche normalement. Ok. Ou avec la souris et là. Ok. Donc, vous en a parlé tout à l'heure. Bah, un grand nombre d'espèces marines, en fait, comme elle en a parlé, les acidies, les coraux, les éponges et les algues, en fait, elles sont développées des stratégies diverses et multiples au cours de l'évolution pour se protéger du biofouling. Et en particulier, ce soir, je vais faire un focus sur les algues rouges parce que elles sont capables de produire, comme elle a dit, des composés chimiques, des biomolécules, on parle des biomolécules actives avec un intérêt biotechnologique. Donc, pourquoi ces algues rouges, genre par exemple l'orancia, sont intéressantes? Parce que ces algues ont une surface lisse qui empêche l'adhésion des organismes ou micro-organismes marins. Donc, nous, l'idée, c'est de s'inspirer de cette stratégie développée par ces espèces marines et de mimer ce qui se passe pour avoir des anti-foulings, entre guillemets, bio. Donc, quand on regarde les algues rouges, en particulier, en général les algues, on pense qu'elles sont fixées au fond de la mer, qu'elles font pas grand-chose. Ben, il n'y a pas vraiment quelque chose très spécial. Eh ben non, il y a une guerre, une véritable guerre chimique sous l'eau. Il y a énormément d'activités mises en place par ces espèces marines parce que elles doivent se défendre, se protéger contre les herbivores, les épiphytes. Elles sont en permanence en compétition avec les autres algues pour avoir l'espace, la nourriture, la surface, se protéger. Donc, comment elles font face à tous ces stress? Tout simplement, elles sont très intelligentes. Elles produisent des composés chimiques avec un effet antibactérien, antibiofilm, anti-fouling, etc. Par exemple, algue rouge en Laurentia, en particulier j'en parle, elle est capable de produire plus de 500 molécules
active d'intérêt biotechnologique. Donc, nous, en tant que chercheurs, on est intéressés de savoir pourquoi cette espèce marine produit autant de molécules et par la suite, est-ce que ces molécules peuvent avoir un intérêt pour nous, par exemple, pour fabriquer, produire des antifouling à la base de ces biomolécules. Parce que aujourd'hui, on utilise les peintures classiques, malgré le fait qu'il y a des composés interdits aujourd'hui dans ces antifouling, mais elles restent des peintures polluantes. Et donc, remplacer ces peintures classiques par les peintures basées sur les produits, les ressources naturelles, par exemple issues de milieux marins, est l'un des grands défis des années à venir dans le contexte de développement durable, protéger notre environnement, avoir moins d'effets négatifs sur notre écosystème. Mais comment ça se passe? Comment on fait? Est-ce qu'on récolte des tonnes et des tonnes et des tonnes des algues rouges et après on va faire une peinture à partir de ces tonnes d'algues? Eh bien non. On ne va pas transformer l'algue entière en peinture. On est s'intéresser aux molécules actives, aux composés chimiques qui sont contenus dans ces algues. Comment ça se passe? Ça commence par l'échelle de laboratoire. On récolte les algues. Au laboratoire, on va isoler, on va faire un screening moléculaire. On va extraire les molécules, les différentes molécules. Par la suite, on étudie, on vérifie l'activité de ces molécules. Est-ce que ces molécules sont capables de, par exemple, inhiber la croissance bactérienne, empêcher la croissance des autres microalgues, des macroalgues, des bananes? Si à l'échelle de laboratoire, il y a des résultats promoteurs, à ce moment-là, étape suivante, et aller voir les spécialistes industriels de la peinture pour fabriquer, formuler les peintures basées sur ces ressources naturelles et par la suite, tester en vraie vie, vérifier l'efficacité de cette peinture, entre guillemets, bio, dans la vraie vie en pleine mer. Pour cela, il y a des panneaux avec un recouvrement de cette peinture basée sur les biomolécules issues de nos algues. On va plonger ces panneaux dans la mer et après, on va vérifier dans un cinétique de temps de savoir est-ce qu'il y a formation de biofilling habitué avec les micro-organismes de biofilling sur ces panneaux ou pas. En revanche, aujourd'hui, après toutes ces années de recherche, on est embêté. Malgré une urgence importante pour remplacer les peintures classiques avec les peintures issues des produits naturels, on est embêté parce que il faut avoir, en fait, c'est un cahier de charge qui nous embête parce qu'il faut avoir des antifouling qui font preuve de 12 ans d'efficacité. On n'en est pas là, en fait, avec les produits naturels, les biomolécules. Mais il faut savoir que c'est vraiment une urgence importante parce que, comme Hélène, elle vous en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on a arrêté, par exemple, depuis 2008, l'utilisation des antifouling à base d'étain. Mais c'est pas parce qu'on a arrêté d'utiliser que le mal n'est pas fait. Parce que ces polluants, ce qu'on a utilisé, va continuer à polluer notre environnement, notre écosystème, décennies et décennies et décennies. Là, vous avez parlé de zinc. Oui, on utilise zinc, on utilise le cuivre aujourd'hui. C'est pas interdit, malgré que dans les autres pays, ça commence à être interdit. Aujourd'hui, nous, on l'utilise. Les biocides, on l'utilise. Mais, on ne sait pas, d'ici 10 ans, on va dire que maintenant, le cuivre est interdit aussi, mais le mal est déjà fait. Il faut avoir des décennies, pour, on ne sait pas, est-ce que ça sera dégradable, pas dégradable. Et les effets néfastes sur l'environnement, c'est déjà fait.
Donc, d'où vraiment l'intérêt de nos recherches aujourd'hui fondamentales, mais d'intérêt de nos recherches pour remplacer, utiliser les ressources naturelles telles que issues les organismes ou micro-organismes marins pour remplacer les peintures classiques. Par exemple, aux États-Unis, même US Navy, par exemple, ils ont commencé, ils ont donné une importance à ces recherches pour remplacer ces peintures classiques. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas, ou ça sera après. Ok. Nicolas. Oui, merci. On va le laisser là. Je vais pouvoir le remettre dedans. Voilà, donc le micro pour la salle, et c'est le micro de l'ordinateur maintenant qui fait à distance. D'accord. J'espère que tout le monde entend bien. Je vais quand même. Est-ce qu'on se voit pas Alors oui, avec cette caméra ici, D'accord. mais je vais. Ouais, c'est la salle, c'est là. Si je m'adresse aux gens qui sont. Voilà, exactement. En visio, c'est le petit point là. On va juste regarder ici pour solliciter. Oui, les personnes. Merci d'avoir répondu, ceux qui sont à distance. Oui. Voilà l'image que ça donne. Et ça va? Alors, on peut l'enlever maintenant. Ah, d'accord. Parce que du coup, comme ça faisait un écho, je l'ai désactivé. D'accord. Au profit du PC directement. On nous entend bien. Très bien. Voilà l'image que ça va donner à distance ici. Et je remets donc la présentation qui est visible. Merci. Ah, c'est le 1, 2, 1, 2. Voilà. Ok. 1, 2, 1, 2. Non, c'est qu'il faut l'éteindre celui-là. C'est qu'on peut pas mettre les deux en même temps. Donc, c'est possible de prendre celui-là. Ah, d'accord. Ok. Alors. Voilà, ça va être. Parfait. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Je me présente, je suis Nicolas Navot. Je représente la société Carène sur la façade atlantique. Parce qu'en effet, la société Carène est basée sur Montpellier, que ce soit le siège ou notre atelier de production. Je suis accompagné ce soir de notre parrain Michel Desjoyaux, qui est lui-même utilisateur et qui va prendre la deuxième partie de cette présentation pour vous faire son retour d'expérience. Alors, la solution Carène, c'est une solution de protection contre le fouling pour les coques de bateau et pour toutes les œuvres vives qui sont sous le bateau, pour les bateaux qui sont à flot et qui sont immobiles, c'est-à-dire au port, quand ils sont au port ou au mouillage. Alors, le concept de la solution Carène, c'est qu'une housse, c'est un tissu qui va venir recouvrir donc les œuvres vives de la coque du bateau. Alors, notre ADN, dans la conception de Carène, l'idée est d'avoir une solution la moins impactante possible pour l'environnement. Donc, l'idée, c'est de ne pas diffuser de produits, ou le moins possible de produits polluants, et de conforter la place de la mer et de la biodiversité. Alors, vous allez me dire, si vous ne diffusez pas de produits toxiques, comment vous faites pour protéger les coques de bateau? Alors, l'idée, elle est extrêmement simple en soi. L'idée, c'est d'isoler la coque du bateau de la lumière et de l'environnement marin. De la lumière avec un tissu opaque et de l'environnement marin avec un tissu imperméable, de manière à ce que tous les organismes ne puissent plus accéder à la coque et venir s'y fixer. Alors, on parle de solution Carène, et en fait, il y a plusieurs housses. Il y a 4 types de housses. Nous avons la première, la Carène Protect, qui va englober l'ensemble de la coque du bateau, l'ensemble des œuvres vives d'un coup. On a aussi la chaussette de safran, qui est ici, la protection d'embase, et la petite dernière, c'est la Zendoc, qui se trouve tout en haut, qui constitue en fait une housse qui reste à poste, qui est fixée au ponton et au quatrier, et dans laquelle le bateau va venir accoster et depuis laquelle le bateau va appareiller. Alors, je vous présente tout d'abord la Carène Protect, la housse qui va se mettre dans sa globalité, qui va chausser la coque du bateau.
On a illustré ce diaporama selon deux types simplifiants, une coque sans appendice du tout, et vous verrez par la suite une coque avec des grands appendices, style quillard, bisafran. Il existe tout un tas de bateaux qui sont entre ces deux idées, mais l'idée c'était d'illustrer. Donc le principe pour chausser le bateau, c'est d'aller frapper les deux pointes avant, frapper les deux pointes avant et les deux pointes arrière de la housse sur le balcon, monter sur le bateau, prendre les deux pointes arrière et les deux bras longs, reculer jusqu'au tableau arrière, chausser l'arrière du bateau, fixer les petites tentes et venir ceinturer le bateau pour que la bande blanche vienne se plaquer contre le franc-bord. Pour un quillard, ça va être le même principe. Alors. On est sur le PDF. Ok, alors. Pardon, je corrige tout de suite. Voilà. Voilà, je vais reprendre à partir de ça. Tac. Vous l'avez en plein écran ou vous l'avez comment? Non. Alors, je vais le mettre en plein écran. Tac. Voilà. Donc, le principe est exactement le même. Simplement, pour passer la quille, et ça prend les différents appendices, l'idée, c'est d'agrandir la housse et de la flamber pour qu'elle passe bien par-dessous. Dans certains contextes, on va avoir, notamment des contextes où les safrans sont sur tableau extérieur, on va avoir une carène protect, une housse globale, qui va s'arrêter au niveau du tableau arrière et qui ne va pas englober les safrans. À ce moment-là, intérieurement des chaussettes de safran, ils font le même boulot, mais qui seront à fixer et à installer de manière isolée. Sur certains bateaux aussi, certains propriétaires choisissent d'équiper les bateaux de chaussettes de safran parce qu'ils identifient bien que les safrans se salissent parfois plus vite que le reste du bateau, tout simplement parce qu'ils sont plus exposés à la lumière. Troisième produit chez Karen, la protection d'embase. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'une protection d'embase, enfin, en tout cas, les utilisateurs qui l'utilisent, quand est-ce qu'ils en ont besoin? C'est déjà dans des contextes réglementaires où ils sont obligés d'avoir le moteur hors-bord baissé. Et il y a un port à proximité d'ici où c'est le cas, c'est celui de Saint-Denis-d'Oléron. Où l'été, on est obligé d'avoir la housse, on est obligé d'avoir l'embase à flot. Alors, il y a aussi des contextes techniques, des contextes aussi où les propriétaires de moteurs se rendent compte que le hors-tout de leur bateau est majoré quand l'embase est relevée. Donc, vous avez ce genre de situation. Maintenant, la Zendoc. Donc, la Zendoc, c'est une housse qui reste à flot, comme je vous l'ai dit, et dans laquelle le bateau va venir accoster. Alors, cette Zendoc, si j'y arrive, elle va correspondre aux bateaux qui ont des moteurs hors bord. Et avec une Zendoc, vous allez pouvoir faire plusieurs bateaux. Voilà. Plusieurs Zendoc pour l'ensemble des bateaux jusqu'à 11 Zendoc. je sais pas un coup. Alors, les formes de la housse carrée. Alors, il y a plusieurs paramètres, mais la force principale, c'est l'efficacité. On est arrivé, nous, avec une ADN éco-responsable dans le sujet, et on s'est rendu compte que les premiers clients, et le plus grand nombre de clients qu'on avait, c'était les régatives. Alors, pourquoi? Parce qu'en plus, bon, certains ont clairement une intention éco-responsable, mais ils ont une contrainte supplémentaire. En termes d'efficacité, c'est que le bateau doit être nickel. Et dans l'usage, beaucoup de régatiers plongent sur leur bateau pour nettoyer la coque de leur bateau. Donc, la contrainte d'efficacité pour eux, elle est fondamentale. Alors après,
on a tout un tas de forces différentes avec cette housse. J'insisterai sur quelques-unes, alors notamment la non-toxicité. On peut brasser la housse, on peut manipuler la housse à main nue, en posant un gant ou de quoi que ce soit. La conception française aussi. Nos housses sont conçues en France et fabriquées en France. Et puis, dans les effets connexes, il y a différentes choses qui vont intéresser les capitaines, etc. Et puis aussi les propriétaires de bateaux en aluminium. Cette housse, en fait, elle constitue en soi aussi une barrière qui va limiter l'électrolyse. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Alors, comment se procurer une housse carène? Alors, là, vous avez la petite carte avec l'ensemble des points de vente. Je vous laisserai regarder sur notre site internet. Et vous verrez que maintenant, donc, voilà, on est distribué sur l'ensemble du territoire et on Je vais laisser maintenant la place à Monsieur Desjoyaux qui va nous parler de son expérience carène. Merci. Bonsoir tout le monde, y compris ceux qui sont en ligne. Donc là, ça tombe bien. C'est une photo donc avec Lucie, la créatrice de Carène et ma pomme. Et donc on est à bord du catamaran de 18 mètres mer agité, qui est équipé depuis quelques mois de housses de coque. Alors j'ai un exemple très récent puisque vendredi, avant de partir naviguer ce week-end, je n'avais qu'une seule housse de coque installée sur un seul flotteur parce que j'avais pas eu le temps de mettre la deuxième, et donc j'avais un flotteur qui était protégé depuis un mois et un flotteur qui était à l'air libre depuis le départ de l'ultime au mois de début janvier. Et donc et quand j'ai mis la coque de tribord, il y a plus d'un mois, il y avait de la barbe, il y avait 3-4 cm de verdure, et il y en avait aussi sur la coque d'abord. Vendredi, quand j'ai enlevé la housse, la coque tribord était propre, ce qui veut dire que c'est pas seulement un frein à la végétalisation, excusez-moi pour les mots, mais c'est pas seulement un frein, ça traite le problème. D'un point de vue, c'est-à-dire que quand on enlève la bâche, la housse, la verdure est partie. Alors il reste le gras. Alors c'est sûr que pour le régatier pur que je suis, ça pétille encore un petit peu, mais au moins vous pourrez partir en croisière avec une coque qui est propre. À l'échelle d'un bateau de croisière, ça va tout à fait. Et si vous naviguez, alors moi j'ai ça sur le catamaran. La première fois qu'on a mis la housse, on a mis 20 minutes à 2 pour l'installer parce que faut découvrir aussi comment ça se passe, parce que sur un cata, c'est un peu plus compliqué de la faire glisser sous la coque. On a des safrans qui sont assez proéminents parce qu'en plus on a bien des safrans d'une gouverne de profondeur, donc une navette horizontale, donc il faut un peu aider à contourner, mais ça se passe assez bien. Et je l'ai aussi sur le monocoque sur lequel j'ai la voile Michelin. Et là, alors c'est que l'avant jusqu'à la quille. J'ai un petit système un petit peu plus différent parce que j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de bricoler un peu. Mais on échange souvent avec Lucie et maintenant avec Nicolas sur justement ces méthodes pour l'installer très rapidement et l'enlever très rapidement. Et en quelques minutes, en moins de 5 minutes maintenant, je l'installe sous le bateau et je l'enlève du bateau. Quand je le sors à la journée, je la sors devant, je la plie. On a la chance en Atlantique, on a les crabes vers le quai, donc c'est plus facile. Je la ramène à l'avant, je la sors sur le ponton, je la plie grossièrement si je suis tout seul. Je la replie et c'est pas plus gros qu'un sac de voyage. Et puis je la remets le soir, mais faut vraiment considérer que c'est pas, vous n'avez pas besoin de la mettre systématiquement. C'est-à-dire si vous naviguez plusieurs jours dans la semaine, ou même sur 15 jours, vous la mettez pas. Vous savez que vous n'allez pas utiliser votre bateau pendant un mois, vous la mettez. Vous avez oublié, vous n'avez pas eu le temps de la mettre à la fin de votre navigation, vous revenez une semaine après, vous l'installez quand vous avez le temps, et puis ça va faire son boulot tranquille. Nicolas a beaucoup parlé de la lumière. C'est très important que la housse soit bien tendue contre la coque pour empêcher que la lumière descende jusqu'à la coque. Et moi, je suis très content. C'est pour ça aussi
que je me permets, parce que je trouvais que l'idée est vachement maligne. C'est que les produits toxiques, ben, ça, on les retrouve après dans les huîtres, dans tout un tas de situations. Et donc, je trouve que c'est une super idée. Et quand on m'a présenté cette solution-là, un ami m'a dit, ah, faut que je te montre un truc, viens voir. Et j'ai dit, bah oui, bien sûr, on y a tous pensé à mettre une bâche sous le truc. Ben là, maintenant, voilà, ça existe et c'est facile à faire. C'est facile à installer. Ça peut paraître rébarbatif, mais avec quelques petites habitudes, bah là sur le kata maintenant, on les met. Là, on l'a pas remis parce qu'on sort de l'eau la semaine prochaine, mais systématiquement, on va le mettre et je pense que une fois qu'on aura l'habitude, en 10 minutes, on met chaque flotteur. Sachant que, comme je le redis, il n'y a pas besoin de le mettre systématiquement. Si vous naviguez pendant une semaine, ou même 15 jours, c'est pas très grave. Et ça fera quand même son effet. Dès que vous aurez de la verdure, vous mettez la bâche et quelques semaines plus tard, on aura plus. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup. On va laisser le câble HDMI. Et les personnes à distance. Alors, à distance, on va perdre un petit peu en qualité d'image. Ça va être la retransmission par cet ordinateur. Je vais essayer de le mettre en face. Ça se connecte. Il a détecté comme s'il y avait deux écrans pour mettre droite ou gauche, ou sinon, il faut lui dire de diffuser sur le même écran. C'est les réglages de l'écran envoyé vers l'écran extérieur ou dupliqué. Je sais pas si on le bouton dupliqué ou sur l'ordi, par contre. C'est comme ça, là. C'est le truc dupliqué ou l'extérieur. Je peux vérifier que personne ne fait l'attente. Voilà. On va lui dire qu'il n'y a qu'un seul moniteur. On va aller vers l'autre, à côté. Se présenter. Voilà, on va répondre à toutes les questions, mais je vois qu'il y en a une ou deux qui circulent à ce moment-là pour. Je suis désolée. La question qu'on vient de poser, est-ce qu'il n'y a pas de ligne qui se colle sur la housse? Ah, on fait les questions maintenant? Oui. On va Parce que j'ai un un petit, petit moment technique encore, désolé, hein, pour poser les questions. Ah, ben, pas de problème. On est là pour ça. Est-ce qu'il y a un bouton pour Alors, est-ce qu'il y a du fil qui se colle sur l'extérieur de la housse? Alors, effectivement, Parce que oui. là, moi, Il n'y a pas de produit présentation, toxique dans la housse. Donc, effectivement, le fouling va se développer sur le pourtour de la housse. Donc, la housse va devoir nettoyer régulièrement pour éviter que pouvoir la manipuler facilement. Alors, après, il y a des astuces. Il y a des astuces qui permettent de la nettoyer plus facilement. Si on part naviguer, on peut aussi la stocker. Quand vous la stockez, si vous la repliez sur elle-même, l'intérieur ne restez pas de la housse. Et l'extérieur, elle, c'est là où on a, le fouling. Et bien sûr, cet extérieur, si vous le repliez sur le-même et que vous le stockez, c'est là que vous aurez même mourir. Donc, elles vont partir plus rapidement. Sur l'autre écran aussi. Une autre question? Je prends l'autre question? Après, Oui, puis après, on repassera à l'autre présentation, puis on reviendra si vous le souhaitez aux questions suivantes. allez-y. Alors, c'est une vache avec une il y a une trame, j'ai du polyéthylène. Donc alors, on a un enduit de sourcée qui quand même limite la prise du fouling, mais qui n'a pas de principe actif, qui n'a pas de biocide ou quoi que ce soit. Je n'ai pas dans une phase, les histoires actuellement. Donc voilà, ça prend la question.
Et la souris peut pas glisser sur le deuxième Ah, niveau. donc, Non. Par en haut, par en bas. la question aussi. Alors, peut-on avoir une idée du poids? Alors oui, on a des tableaux très précis pour le poids. Alors, alors, au mètre carré, le tissu fait 280 grammes par mètre carré. Donc ensuite, c'est un max. Hein. Alors pour un bateau de 12 mètres, un quillard, alors je vais un peu sécher là, mais je pense qu'on doit être, pour un bateau de 12 mètres, un quillard, on doit être autour de 15 kilos. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas sur Mac quelle est la fonction indiquant quel est le coût. Alors quel est le coût de la housse? Alors la housse, on reste sur 12 mètres, on reste sur un quillard. Alors, faudrait que, alors, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais en gros, on doit être, sur un 12 mètres pour un quillard, on doit être autour de 3 000 €, quelque chose comme ça. Oui, c'est bon. Il a inversé les deux. Là. On se dit que ça va marcher. Je vais y arriver. Là, le plein écran maintenant, là. Ouais, un peu. Selon les bateaux, pour un certain pilote, ça marche pas forcément dans tous les ports, où il y a pas forcément d'eau, notamment pour un quillard, pour avoir une certaine valeur de sécurité, que c'est passer la vache en dos. Voilà, c'est quoi là? Alors la question du monsieur, c'est est-ce qu'il faut un pilote pour avoir une housse? Donc ça veut dire est-ce que les housses vont sur les bateaux à échouage? Alors la housse ne s'accorde pas vraiment bien avec les ports à échouage. Il faudrait vraiment être sûr du fond, donc sur de la base ça pourrait aller, et avoir un fond plat. Mais dès qu'on va avoir des appendices, style safran, quilles, etc., là on sera dans des configurations qui ne seront pas adaptées à la housse. Merci beaucoup. On va reprendre le fil des questions ensuite. On a réussi à changer de PC. Patrice, c'est trop fort. Alors, je vais me permettre de vous faire circuler un petit échantillon que j'ai amené avec moi pour illustrer un petit peu mes propos. Mais je reconnais des têtes, donc je pense que j'ai déjà échangé avec certains d'entre vous. Donc, ravie d'être là. Je suis Marion Padiolo et je développe avec un chercheur hollandais en biofouling et corrosion une solution alternative aux anti-fouling peinture qui s'appelle donc Finsulate. Donc, comme Hélène et Leïla l'ont bien expliqué tout à l'heure, effectivement, on sait très bien que les biocides dans les peintures anti-fouling sont extrêmement toxiques. Et je trouve que cette étude faite avec le réseau Econab, qui dit que voilà, tous ces biocides qui attendent un seul mètre carré de coque, en fait, c'est une pollution invisible dont on se rend pas compte, puisque on est sur notre bateau, on la voit pas. Mais finalement, les dégâts sous-marins sont bien plus importants que ce qu'on imagine. Donc, je suis venue avec une proposition qui est donc une alternative. Et l'idée, c'est de ne pas utiliser la chimie pour protéger nos coques de bateau et préserver la vie marine. Et donc, c'est une solution entièrement mécanique qui s'est inspirée, Rick Breuer, je ne vais pas prendre tous les lauriers, Rick Breuer à la fin de ses études, passionné de plongée, est allé chercher les propriétés du piquant de l'oursin. Et on a cet oursin avec les algues qui se mettent dessus, mais qui ne rentrent pas dans le corps de l'ours, puisque ce sont ses défenses. Et l'idée, c'était de s'inspirer de ces propriétés-là pour le reproduire. Donc, je vous ai fait passer un échantillon qui est l'une des versions de Finsulate. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une innovation qui n'est pas si neuve, hein, puisque le brevet a plus de 15 ans. Et les premiers bateaux qui ont été équipés de ce revêtement ont plus de 10 ans. On est dans la 11e année cette année et c'est toujours efficace. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fin de vie. Donc, jusque-là, on est sur un côté rentable à terme, évidemment, en termes d'économie. On a un côté très respectueux de l'environnement, puisqu'on n'a aucun polluant, on n'a aucune substance chimique qui vient déranger la vie marine.
Et puis maintenant, on est à l'aise pour vous garantir le produit au moins 5 ans. Donc j'ai mis cette petite représentation justement pour montrer que le bateau, en fait, il va se salir. Ça c'est sûr, puisqu'il n'y a pas de chimie, on repousse pas. Donc on considère que la mer, pas l'océan, la mer sera de toute façon plus forte que nous, dans tous les cas, et c'est plutôt à nous de nous adapter qu'à la mer, enfin, qu'à elle de nous s'adapter à nous. Donc, pour que ça fonctionne, on a besoin, c'est pas, il y a aucune magie en fait dans ce que je dis, c'est que on demande une toute petite contribution de la part des utilisateurs. Alors là, c'est là où j'espère que ça marche. Mais ça va pas marcher. Alors c'est pas grave. Quand je disais tout à l'heure que qu'on a plus de 10 ans en fait de recul, on a déjà donc plus de 800 bateaux qui ont été équipés. Donc sur les 3, alors le gros je l'ai pas fait moi, l'éolienne non plus. Le reste, par contre, donc moi j'ai équipé plus de 80 bateaux en 4-5 ans à peu près, et pour beaucoup des bateaux, c'est moi qui les posais. Donc je sais exactement ce qui se passe, je sais exactement comment ça se passe, ce à quoi il faut faire attention et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et sur certaines utilisations, ça va pas convenir, mais on peut pas, enfin, on aimerait bien plaire à tout le monde, mais on peut pas répondre à tous les besoins. En tout cas, de façon très humble, on est très bien sur la plaisance, on est très bien sur les voiliers. Je ne vais pas sur la compétition parce que Michel, il va dire, mais je vais reculer avec ton système, que je peux entendre. Mais on va avoir une performance de navigation qui est tout à fait correcte sur de la plaisance plaisir. Donc, quand je parlais de contribution, alors ma petite vidéo, elle va pas marcher, mais c'est pas grave. Là, c'était une image d'un monsieur qui passe le Karcher sur le bateau. Donc, la contribution, c'est l'entretien et les potentielles petites réparations qu'il y aura à faire. L'entretien, ça veut dire qu'il va falloir rendre à la mer ce qui s'est déposé. Et selon les endroits, nous avons entre 2, 3 jusqu'à 5 fois dans l'année, soit soit en sortie d'eau rapide entre peut-être midi et 2 selon les ports et selon les possibilités, un coup de Karcher, soit en plongée avec une spatule. Alors soit vous plongez, soit vous faites plonger, soit dans tous les cas on vous accompagne. J'ai dans cette salle 2 témoins. J'en ai un qui est Jean-Pierre et Clémence, donc de Esprit Nautique, qui s'occupe d'un Delphia 28 Sport que j'ai équipé l'année dernière, qu'ils ont eux-mêmes nettoyé et qu'ils ont assisté à la pose et qui est au minime. Et donc, c'est un bateau qui a été nettoyé peut-être une fois, 2 fois, une seule fois. Et donc, ça t'a pris une demi-heure, à peu près, grosso modo, une demi-heure pour le nettoyer. Le bateau a pu repartir à l'eau. L'autre chose à savoir, puisqu'on n'est pas dans la magie, et quelque chose qui est extrêmement important, c'est la préparation de la carène. Donc, ça veut dire qu'on enlève l'antifouling peinture complètement. On applique d'un primaire époxy de votre choix, il y a un bon primaire époxy. Idéalement, qu'on va laisser à l'air libre quelques jours pour que les gaz puissent s'en aller. Et ensuite, nous voulons poser le Finsulate. Et ça, c'est très important, cette préparation. Parce qu'avec Angélique, aujourd'hui, on est un petit peu embêtés toutes les deux parce que le port s'engage dans cette démarche éco-responsable et donc j'ai équipé le nouveau petit bateau électrique du port. Et il se trouve que la préparation, alors c'est ni fait du port et ni moi, il serait que la préparation a pas été super bien faite. Et donc, du coup, vous avez peut-être vu qu'il était un peu abîmé ou quoi, donc ça pourra se réparer, il y aura forcément une solution. Toujours est-il que j'insiste sur ce côté, si on veut quelque chose de chouette, il faut que la préparation soit bien. Donc, si vous acceptez ce petit changement dans vos habitudes de maintenance de vos bateaux, plutôt que de changer le revêtement, vous le nettoyez, et puis, ma foi, vous avez peut-être de temps en temps, et c'est sûr, puisque sur les 80 bateaux, tout le monde a une petite réparation à faire à un moment ou à un autre. Vous pouvez vous prendre, je sais pas, moi, il y a un morceau de bois, quelque chose qui sera plus fort. C'est pas très grave, ça va pas enlever tout le reste, ça colle très fort. Et simplement, avec moi, je laisse toujours des chutes, puisque donc c'est un adhésif qu'on va venir coller sur la coque du bateau. Et donc, on aura toujours des petites chutes pour pouvoir réparer. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver le compromis intelligent entre je protège mon bateau, je garde les performances de navigation
Et puis, bah, je respecte l'environnement. Donc, moi, je cherche à pouvoir créer un cercle le plus vertueux possible entre les instances portuaires, entre les chantiers navals, entre vous, les plaisanciers, de façon à ce qu'on soit tous ensemble, voilà, qu'on aille vers un même objectif, que ne consommons plus la plaisance comme on pouvait le faire avant, mais soyons concernés par ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup. Je prends d'abord le câble. Alors, on va connecter pour passer à la suite. Merci. Ok. Alors, il y avait ensuite 4 escape log. J'ai pas de présentation par contre, hein, voilà. Alors ensuite, Eric Selma en visio. Eric Selma va essayer de remettre son micro pour voir si on arrive à l'entendre. Normalement, je suis bon, là. Alors c'est là où on a eu un petit problème pour envoyer le son en haut. Je vais essayer avec le micro de bricoler quelque chose. Et en parallèle, je vais partager donc la présentation. Et c'est celle-ci, hein, normalement. Oui, c'est celle-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez? Vous la voyez bien? À distance, ouais, vous avez la présentation, c'est bon? Oui. Alors, mon parle, il est où, là? Donc, je vous laisse vous présenter. Oui. Tout d'abord, merci. Vous m'entendez? C'est bon? Eh bien, c'est bon. Ok. Eh bien, c'est parti, alors. Merci de m'accueillir et merci plus particulièrement à Madame Fontano pour cette participation. Donc, je me présente, Eric Selma, je vis en Nouvelle-Calédonie et il y a quelques années, j'ai fait l'acquisition d'un catamaran et très vite, je me suis retrouvé donc à la même problématique que tout le monde, donc à gratter la coque de mon bateau très régulièrement et à faire le carénage et ensuite à regratter ma coque. Donc, pour la plupart, vous avez un bateau et vous connaissez bien l'envers du décor. Donc là, on peut changer de diapo. Voilà. Donc, l'envers du décor, c'est ce qu'on voit pas forcément au début et ça arrive très vite. Donc, une coque sale, c'est un bateau plus lourd qui génère plus de frottement et perd en vitesse. Donc, après, on peut avancer un petit peu dans le diapo. Il consomme alors plus de carburant, ce qui pèse encore plus lourd sur les finances. Donc là, on va arriver aux anti-fouling. Donc, maintenant, vous savez tous sur les anti-fouling. Donc, c'est la solution la plus utilisée. Donc, biocide, équivalent du glyphosate pour les plantes, qui est là pour tuer les animaux marins. Donc, il impacte à la fois l'eau et l'air lors des carénages, parce qu'il y a toujours un petit peu d'anti-fouling qui part lors des différents ponçages. Et donc, ce que j'ai appris aussi l'année dernière par un fabricant d'anti-fouling, donc ça, c'était au Salon du Grand Pavois, c'est que dans certains pays européens, il est déjà plus possible de l'appliquer soi-même. Donc ça peut rajouter encore un coût supplémentaire. Donc, pour en revenir à ma petite histoire, j'ai voulu trouver donc une solution alternative à l'anti-fouling, une solution moins polluante pour l'environnement. Donc, éviter les carénages tous les ans et la nécessité de gratter sa coque entre 2 carénages. Bon, il faut savoir que moi, je vis en Nouvelle-Calédonie, donc il y a peut-être encore un petit peu plus de fouling que par chez vous. Et aussi, bien sûr, donc ce qui était important, c'est de réduire les coûts d'entretien. Et voilà, la problématique qui est la problématique de tout le monde dans ce genre de système, c'est que ce soit le plus pratique possible à mettre et à enlever. Donc là, on peut avancer sur la prochaine diapo. Donc ça, c'est mon premier prototype, donc qui a été fabriqué donc avec une bâche que vous pouvez acheter chez n'importe quelle quincaillerie et des bouteilles en plastique en guise de flotteur. Donc vous pouvez le faire, ça marche très bien, ça a été expliqué aussi juste avant. Donc il n'y a plus de lumière, vous évitez la photosynthèse, il n'y a plus d'animaux marins. Donc c'est très efficace, mais
Mon système était assez fastidieux à mettre en place et bon, pour une durée de vie assez limitée. Donc un tel produit, bah, c'est pas facile à commercialiser, même s'il est très éco-responsable. Donc pour pouvoir avoir une commercialisation possible, il a fallu faire quelques petits changements. Donc donc on y est, sans transition. On est arrivé là. Donc c'est votre smartphone en fait qui va piloter votre protection de coque. Il va vous permettre d'activer le gonflage et le dégonflage de la protection. Et ensuite, la vidange de l'eau se fait automatiquement. Donc, au final, vous avez un bateau et son moteur au sec. Les vérins de trim, en fait, ne baignent plus dans l'eau non plus. Et comme on l'a vu à la diapositive précédente, les bâches de protection pour un hivernage, bon, c'est très bien. Mais ici, en Nouvelle-Calédonie, on a plus de facilité pour naviguer toute l'année. Et donc, cette mise en œuvre facile est hyper importante. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On passe à la diapo suivante. Donc en fait, c'est un dispositif qui est fait en deux parties, donc avec un flotteur avant et un flotteur arrière gonflable. Donc le flotteur avant, lui, il reste toujours gonflé. Et donc quand vous allez arriver avec votre bateau, le flotteur arrière est dégonflé et le bateau va s'amarrer au quai normalement. Ensuite, petite image suivante, un clic sur l'application qui est connectée en Wi-Fi et c'est une pompe à air qui va faire le travail et qui va gonfler le flotteur arrière qui va venir entourer le bateau. Donc, et une fois la protection gonflée, l'eau est évacuée automatiquement. Donc après, lorsqu'on veut sortir, ben, on appuie sur la touche ouverture et à ce moment-là, la partie arrière va se dégonfler et faisant couler la protection. Et donc le bateau va pouvoir aller faire son petit tour. Donc là, on va voir ça en vidéo, la diapo suivante. Donc voilà, ça c'était la vidéo qui a été faite lors du dernier grand salon du Grand Pavois, une démonstration à laquelle a pu assister Madame Fontano. Donc le bateau est amarré et le gonflage, comme vous le voyez, se fait progressivement. Donc la protection entoure le bateau. Donc il faut compter, comme vous pouvez le constater, moins de 5 minutes pour le gonflage. Et après, on est plus dans du 10-15 minutes pour le dégonflage. Et pour un bateau moteur, en fait, une fois que l'arrière a plongé, vous pouvez déjà descendre votre moteur et vous pouvez partir. Et la protection va se gonfler, va se dégonfler. Va continuer à se dégonfler. Voilà. Donc l'avantage, c'est que cette protection, elle reste à flot. Il n'y a pas d'entretien. Donc elle va bien sûr se charger en animaux marins. Bah, comme les caissons des pontons que vous pouvez les caissons des pontons, vous avez à peu près 2 à 3 cm et après ça grossit pas indéfiniment. Donc la protection est faite pour encaisser ce fouling. Donc il y a très peu de coquillages car bon ils n'arrivent pas à s'accrocher en fait sur des matériaux souples. Donc le système il peut se brancher sur du 220 ou sur du 12 volts. Voilà, donc là, la vidange a commencé. Donc, et après, toutes les heures aussi, on va vérifier s'il y a de l'eau, parce que, bon, apparemment, des fois, il pleut, même chez nous. Et il faut à peu près compter 6 heures pour vidanger une protection, comme ici pour un bateau de 6 mètres. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc ici, en fait, vous avez un bateau surprise. Et donc, c'est la protection qui sera présentée au Salon du Grand Pavois cette année. Donc, elle sera installée sous un surprise de Monsieur Didier Bouygues, donc qui a repris la fabrication de ce voilier mythique. Donc là, vous le voyez après la vidange. Donc, c'est un voilier qui fait 7,65 m et qui a une quille de 1,50 m. Et donc,
là, cette protection aussi sera présentée lors du championnat de France de surprise qui aura lieu à Aix-les-Bains du 18 au 20 mai. Donc, il sera aussi sur le lac de Constance à Friedrichshafen, exactement. Donc, la semaine d'après. Donc là, vous pouvez voir que l'eau a été complètement vidée. Et le bateau donc se retrouve bien isolé du milieu marin, forcément. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, c'est un dispositif qui s'adapte sur tout type de bateau. Donc, comme on l'a vu, ça évite les anti-fouling polluants, suppression des coûts réguliers d'entretien, donc une facilité d'utilisation via son smartphone. Donc, c'est amortissable au bout de 3-4 ans, peu d'entretien. Donc, c'est fabriqué dans du tissu PVC, en fait, comme les bâches de camion. Donc, ça peut être réparable aussi et recyclé à terme. Donc, c'est un coût raisonnable pour l'achat et donc le plaisancier réduit aussi son empreinte écologique. Voilà. Et puis, on termine. Donc, ma démarche, en fait, quand je viens au Salon du Grand Pavois, c'est de trouver des partenaires pour l'installation et le SAV. Donc, c'est un système qui a été breveté. Donc, il peut être aussi, il peut intéresser aussi à l'international. Et voilà. Et donc, je serai présent donc au Grand Pavois en 2024 avec un démonstrateur, avec un voilier avec quille. Voilà. Bon, merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve tout à l'heure ou de suite pour la séance des questions. Et vous pouvez retrouver donc toutes ces infos sur le site protectmarinenc.com. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Oui, ou je peux répondre déjà quelques questions. Oui, ou Agile Silicone, non, pas de l'intervention de Richard Gibault, hein, c'est ça? Je sais pas de nouvelles. Ok. Donc, c'était donc la dernière intervention. Donc, il va y avoir des questions croisées. On va essayer de retrouver les interlocuteurs. Intervention de Patrick Giré de la PLR avant. J'ai trouvé il y a 48 heures dans une revue spécialisée une autre solution anti-fouling non chimique avec le graphène, monocouche d'atomes de carbone. Je ne sais pas si ça vous parle, mesdames. Oui, vous connaissez. Et, apparemment, c'est plus résistant que les revêtements silicone, sans biocide, et donc aucune toxicité. Si vous connaissez le système, vous voulez en dire deux mots peut-être? Non. C'est bon, je sais simplement que plusieurs. Je ne connais pas assez dans les détails pour faire une vraie explication dessus. Par contre, effectivement, il y a une société canadienne qui a exploré le sujet et qui propose quelque chose à la vente. En France, j'ai vu plusieurs choses aussi commencer à sortir de laboratoire. Donc, à suivre aussi, qui sont pas de près pour voir si ça fonctionne et si on n'a pas d'impact. C'est la société canadienne GIT, Graphique Innovation et Technologie, qui lance ce produit. Et le premier bateau de commerce vient d'être réalisé. C'est un chibiquier de 30 000 tonnes qui vient d'être traité avec ce produit. Voilà, c'était juste les dernières. Bien sûr. Monsieur, vous voulez intervenir? Oui, une petite chose. Avec le micro, s'il vous plaît, comme ça qu'on puisse entendre. Bonsoir. Le graphène est chez grosso modo, ceux qui connaissent pas, c'est la pointe du crayon à ligne. On peut structurer les molécules comme on veut. Il y a aussi une société dont j'ai plus en tête allemande qui reprend la structure de la peau de requin avec du graphène
pour éviter justement que il y ait adhésion, effectivement. Voilà. Merci. Question dans la salle. Je vais prendre. Ah, non, s'il y a une question. Sinon, je lis les questions à distance. S'il n'y en a pas, mais s'il y en a. Sur la peinture non polluante, est-ce qu'on en est au stade de développement? Est-ce qu'on en est encore au stade de recherche? Où en est-on dans les par rapport à une mise au point éventuelle et une industrialisation, enfin une commercialisation? Peinture biologique. Biologique. Peinture biologique. Comme le précisait tout à l'heure Leïla, en fait, c'est vrai que ça fait à peu près une petite quinzaine d'années qu'en fait on est là-dessus. Donc c'est une exploration de plusieurs organismes marins et notamment des algues qui peuvent être intéressantes. Donc commercialiser, non, pour l'instant il n'y en a pas. Mais il y a des essais, il y a aussi l'université de Brest qui travaille beaucoup là-dessus, et Toulon. Donc, voilà, et on se concerte, on essaye de fédérer nos forces pour avancer tout doucement, on essaie vers une peinture respectueuse de l'environnement et plus durable en fait. Voilà. Merci. Bon, merci. Le vice-intendant, le sein pour la plaisance, c'est important. Simplement, aujourd'hui, nous avons quand même autre chose qui la vie, et ce sont les cargos, les conteneurs, et la pêche, etc. Les orthophonistes ne sont pas du tout les mêmes. Au niveau de l'Europe, les produits sont toujours aussi interdits, en tant qu'en Allemagne qu'en France. Je crois savoir qu'il y a des orthophonistes allemands qui sont beaucoup plus ferments que les vôtres. Donc, je voudrais savoir, en fin de compte, avant d'arriver sur de la bio, peut-être interdire certaines choses. Oui, c'est une remarque super intéressante. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que la question, c'est le cuivre aussi, avant tout. S'interroger sur l'utilisation du cuivre et peut-être, comme le Danemark ou les États-Unis, déjà essayer de réfléchir à l'éliminer, comme le TBT a été interdit en 2008. Voilà, il faut aussi penser au cuivre et à certains biocides. S'accrocher par rapport à ça. Les normes, les gens ne sont pas pareils. Oui, voilà, c'est ça le problème. Oui, c'est ça qui est grave, et qu'on n'a pas les mêmes normes. Pas les mêmes normes. On voit que le cuivre est interdit chez les autres, mais on continue à l'utiliser, voilà, malheureusement. Est-ce qu'il y a des garanties contre le vol? Une question à propos des produits à base d'algues rouges. Est-ce que ça s'assure, quoi? Je sais pas. Le retentissement à haute concentration, parce que bon, tout produit naturel, il va rien prendre. Ça peut être naturel que c'est systématiquement un levain. Et est-ce que les algues rouges, à terme, peuvent être toxiques, alors que, a priori, elles émettent des molécules qui sont plutôt positives? Non, je pense pas, en fait. Je pense pas qu'un produit qui mime, en fait, qui ressemble, aux produits naturels des espèces marines, ça soit toxique un jour, hein, parce que si c'est pas toxique pour cet animal, ça peut pas être toxique pour notre environnement, ça peut pas être toxique pour nous non plus. À ce moment-là, si ce produit est toxique, il ne doit pas avoir les algues rouges. Hein. Ça sera la fin des algues rouges, ça sera la fin des vies des autres organismes marins. J'y crois pas que les biomolécules issues des espèces marines deviennent d'un jour toxiques. J'y crois pas. Angélique? C'est la semaine du parc naturel marin des Soirs d'Algérie, il y a des aventures de mer des Antilles. Déjà, merci pour l'initiative du port et de la PLR pour ça, pour mettre ce sujet sur la table, qui intéresse bien sûr le parc naturel marin aussi, comment ça a été travaillé, notamment avec le port, les secteurs portuaires, etc. Merci aussi à toutes les structures qui travaillent sur les solutions alternatives. J'avais une question, moi, par rapport à la solution Finsuet, peut-être par rapport
cette solution mécanique, si j'ai bien compris, est plus un revêtement à base, j'imagine, de microfibre. Donc, est-ce que vous avez fait des tests aussi pour, certes, il a plu de biocyde, mais est-ce que ce type de matériau ne va pas relarguer à court moyen terme de microfibre dans l'environnement? Et on sait que les microplastiques sont aussi un fléau pour les océans. Donc, quel test vous avez par rapport à ça? Merci pour votre question. Ça me permet de rebondir sur le fait qu'effectivement, on a fait tous les tests pour être sûr qu'il n'y ait pas de microfibres qui retombent dans l'eau. Et moi, je suis allée plus loin. Alors, puisque l'innovation est à la base hollandaise, moi, j'ai voulu faire des études françaises et je suis basée à Nantes. Donc, j'ai fait appel à l'Université de Nantes pour montrer la non-toxicité de Finsulate. Et on a pris le sujet des moules. Donc dans des bacs, on a fait des essais avec des chercheurs, avec des étudiants, pour montrer justement que qu'il n'y avait pas d'impact sur la vie de ces moules, et les résultats sont tout à fait positifs. Donc effectivement, nous on lutte contre ça et on est très concernés par le relargage, et c'est pour ça que moi j'ai fait faire des études supplémentaires pour aller dans ce sens-là. Donc, tout va bien. Merci. Merci. Une question à distance que je relaye à Angélique. Qu'est-ce que nous travaillons sur le cas de présence de La Rochelle, notamment sur des systèmes mécaniques, par exemple, comme il en existe au Sable d'Olonne ou d'autres systèmes. Angélique donc suit aussi les évolutions techniques et technologiques là-dessus. Effectivement, moi je prends beaucoup au système mécanique, plus en cherchant d'autres choses physiques, même d'autres produits moins impactants. On verra ce que ça donne, mais la mécanique, je pense que ça va être le système de demain. Et ces brosses, ça apparaît comme on met plus d'huile de coude pour nettoyer son bateau, mais au moins on pollue pas. Donc les systèmes de brosse, ils sont au sable. On va les laisser au sable se faire tester. Pour une fois, le port de La Rochelle ne va pas être innovant, ne va pas tester encore un nouveau système. Voir un petit peu l'efficacité sur les bateaux, les différents problèmes, le changement de comportement des plaisanciers aussi. Il n'est pas question d'investir dans une machine qui, au final, ne servirait pas. Nous, ça va nous demander un investissement certain. Le président est parti, mais il acquiescerait de la tech. C'est une étude de marché, etc. Ça veut dire que on réserve une place importante pour une nouvelle machine. Ça veut dire qu'on enlève au moins 3 places de port. Et en plus, vous le savez, au niveau du port La Rochelle, on n'a pas assez de profondeur pour une machine, en tout cas identique à celle des Sables. Il faudra qu'on fasse une machine petite, en tout cas moins profonde, parce que la marée basse, il n'est pas question qu'elle touche au fond. Enfin, elle toucherait au fond, mais elle casserait le ponton. C'est comme si on prenait celle des Sables. Donc, il faudra faire une machine adaptée au port de La Rochelle et du coup qui pourra accueillir moins de bateaux, avec moins de tirants d'eau. Donc, on ciblerait effectivement beaucoup plus les pêches promenades. Port de La Rochelle, il y en a quand même quelques centaines, donc c'est pas grave, voire quelques milliers. Donc, pourquoi pas aller là-dedans? Après, ça réglera pas effectivement le problème pour tous, surtout ceux qui ont des voiliers. Et c'est vrai que cette solution mécanique, elle apparaît comme un peu une évidence. Aller nettoyer son bateau. Mécaniquement, ça paraît bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? On va arriver à l'heure. Oui, tout au fond. Moi, je veux bien, oui. Approche. Je peux pas. C'est que je vous filme pour ceux qui sont à distance. Parce que c'est vrai que le sujet est non seulement passionnant et très important. J'ai fait aussi beaucoup de recherches là-dessus. J'ai bien entendu toutes les recherches. Je les ai bien notées. Maintenant, je reviens aussi sur le port de La Rochelle. Moi, sur mon voilier, je commence à m'insupporter de devoir poser du biocide. J'aimerais trouver une solution, juste à pouvoir sortir à la rigueur le bateau, 4 heures,
mettre un petit coup de karcher et le remettre à l'eau. Ça me suffirait amplement. Sans trouver d'autres solutions de bâchage ou des trucs comme ça, vraiment un minima pour un plaisancier au niveau que je suis. Après, j'ai des personnes au niveau adhésif, tout ça, parce que bon, j'étais responsable de production, genre, je discuterai tout à l'heure. Mais voilà, trouver une solution à, par exemple, à une petite sortie à 2 heures, 4 heures, sur le port, mettre un coup de karcher, je trouve que ça serait déjà pas mal. Et pas de décider. Alors, on travaille vraiment sur des solutions au niveau du port. On essaie de s'ouvrir voilà, à utiliser moins de biocides, utiliser des produits un peu différents. Je vais interroger monsieur pour j'aimerais qu'il vous fasse part de son expérience avec un autre produit. Donc là, on est encore sur du fibre et sur de la chimie, mais voilà, ça paraît quand même assez intéressant et différent des instruments traditionnels. C'est dommage qu'on n'ait pas eu, pareil, l'exemple du silicone. Je sais que ça reste des produits encore un petit peu controversés, mais on est vraiment sur un impact très très différent des biocides classiques, avec un anti-fouling qui est renouvelé chaque année et qui se disperse dans nos vases. On est sur des matières un peu innovantes, pas complètement sans impact, on est bien d'accord, mais différentes et avec un beaucoup moindre impact. Et vous laissez écouter le témoignage de... Franchement, moi je suis plaisancier sur le port du Nîmes. Il y a 2 ans, moi j'ai arrêté de mettre des antifouling, pareil, pour les raisons qu'on entend ce soir. Et j'ai opté pour le copper coat, qui est un revêtement au cuivre. Alors, le cuivre, c'est pas la solution idéale. Mais dans le cas présent, le cuivre, il est piégé dans une résine époxy. Donc il devient presque inerte, parce qu'il est piégé dedans. Sachant que pour le copper coat, la résine époxy est saturée en cuivre. Hein. Donc c'est principalement que du cuivre qui entoure la colle. Et ce qui fait que c'est le cuivre qui devient apparent sur la carène du bateau et qui évite la salissure en fait. Et voilà, moi ça fait 2 ans que j'ai mis ce produit. Je suis sorti cette année pour faire des travaux de maintenance sur le bateau. Et à ma grande surprise, j'ai juste eu besoin de passer un coup de brosse sur la petite coque. J'ai enlevé la couche de droit. Et je suis revenu sur une carène propre, lisse. Voilà. Et éventuellement, si ça s'altère un petit peu, il y a juste à le régrainer un tout petit peu, avec un papier très fin à l'eau, pour faire réapparaître le cuivre en surface et avoir de nouveau une protection. Voilà. L'avantage de ce produit, pour moi, c'est qu'il doit rejeter des micro-particules, ça c'est sûr. Sauf que la matière est tellement dure qu'il faut vraiment la frotter très fort pour enlever ces particules. Pas de souci, avec les dossiers lumière. Une évolution fatale que. D'accord. Je m'intéresse aussi. J'ai également équipé un de mes bateaux en copper coat. On peut dire que c'est le seul antifouling qui accepte de rester dehors aussi. Si vous souhaitez hiverner votre bateau à terre, la plupart des antifouling sont perdus, il faut les repasser. Le copper coat, au moment de remettre votre bateau à l'eau, vous prenez une éponge 3M qui gratte un peu ou un papier à sec, du 500 à sec, vous réactivez le cuivre et vous êtes reparti pour une saison. Ça marche très bien. Moi, je travaillais dans un gros chantier. Tous les loueurs professionnels qui ont touché, qui ont fait un bateau en copper coat, ont toujours recommandé tous les autres en copper coat. Là, moi, j'ai vendu mon bateau au bout de 6 ans, je peux pas vous le dire, mais c'est ce que je pense faire sur mon kata la saison prochaine. Et par contre, dans l'immédiat, sur un bateau plus petit, je fais confiance à Eric Selma. Moi, mon surprise est équipé d'une bâche, enfin, va être équipé d'une de ces bâches, parce que j'ai été convaincu de sa mise en œuvre, qu'on exposait face à face au dernier pavois, et pour l'avoir vu gonfler une facilité de mise en œuvre,
c'est moi qui le présenterai justement à Aix-les-Bains et en Allemagne. À propos d'Éric, je voudrais le remercier particulièrement parce que dans l'hémisphère où il se trouve, il est 4 heures du matin, donc il s'est réveillé très tôt pour être présent. Merci beaucoup, Éric. Ouais, de rien, de rien. Je serai prêt pour ma journée. J'avais encore un petit mot par rapport à l'ouverture, on va dire, du port de plaisance. Donc, Monsieur Boyer l'a pas dit. Moi, les autorités portuaires autorisent les bateaux à se mettre à la cale de mise à l'eau. Il faut pouvoir, malheureusement, le faire. Donc, il faut avoir un bateau qui puisse se poser pour nettoyer. Donc, les bateaux, évidemment, sans antifouling, revêtus de copper coat ou de silicone. Le copper coat, je comprends pas, c'est du cuivre que vous relâchez dans la... C'est du cuivre encapsulé et qui relargue énormément moins de cuivre. Elle a dit que... Bien sûr. Mais c'est pas du tout les mêmes quantités de cuivre qu'un antifouling traditionnel, une matrice dure, vraiment c'est pas du tout la même composition. Et en fait, c'est comment ça marche aussi. À flot. Elle nous dit qu'il faut pas jeter du cuivre et on en jette, alors je comprends pas. Mais du coup, on en jette moins. Je sais, c'est pour ça que j'ai introduit le copper coat et le silicone avec précaution, parce que je sais que c'est pas. On parlait des solutions non chimiques. Oui, mais ça fait partie des solutions pour peut-être faire une transition pour arrêter les antifouling classiques. Le bateau, là, on a pour l'instant 5000 bateaux, donc à 99%, qui relarguent du cuivre, du zinc, voire d'autres molécules dégoûtantes dans le port. On essaye d'autres choses qui sont pas nickel complètement. On parle de plastique, on parle de petits poils, on a tous des doutes, des inquiétudes. Pour autant, faut aller de l'avant. Là, il y a un bateau du port qui prend du Insulate. On essaiera sûrement des bâches un jour. En tout cas, on va promouvoir ces solutions-là qui sont des solutions mécaniques. On autorise le silicone, le copper coat en nettoyage à l'éponge sur la cale. Il faut qu'on arrive à s'ouvrir pour changer. Il n'y a pas pour l'instant de